on peut juste se dire les choses sans détour. On va vraiment dire arrête de mettre tes pieds sous la table, ça me dérange, quoi, par exemple. Tu peux pas faire ça en coréen. Mais non, pas du tout. C'est genre te battre, te bagarre si tu parles comme ça. Il y a plein de fois, par exemple, où il y a eu cette situation avec mon mari où je lui disais de façon très directe ne fais pas ça, ça me dérange, ou tu peux arrêter de faire ça, c'est vraiment insupportable. Et en fait, lui, il était genre en mode mais pourquoi tu m'agresses, quoi? Pourquoi tu me dis J'ai le même problème. Pour eux, c'est genre bagarre directe. Ah ouais, c'est vraiment une agression. Donc ça, c'est vraiment marrant parce que en tant que francophone, c'est pas un truc auquel tu penses, que toi, t'es même pas dans la démarche de l'agression quand tu lui dis ça. Tu lui dis juste de facto un truc qui te dérange, mais comme tu lui dirais, il pleut aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est pas... Katalk avec Mary. Bienvenue sur Katalk, une série de vidéos sur la vie des francophones en Corée. Pour ce tout premier épisode, j'ai une invitée de marque, une invitée très très importante, Ivana. Bonjour. Alors, Ivana et moi, on a une très longue histoire ensemble. On s'est rencontrés pour la première fois quand on avait 13 ans, sur les bancs de l'école. On a tout de suite accroché parce que toutes les deux, on dessinait dans les marges de nos cahiers au lieu d'étudier. Mais Ivana m'a trahi parce qu'elle a changé d'école. J'ai quitté. Elle est partie. Et on ne s'est plus vus pendant plus de 10 ans, jusqu'à un jour où moi, j'étais en PVT en Corée et je reçois un message sur les réseaux d'Ivana qui me dit « Tiens, c'est drôle, quelle coïncidence, je viens en Corée pour les vacances pour la première fois. Est-ce que ça te dit qu'on se voit ?» Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce premier voyage et ce qui a fait que t'es tombée sous le charme de la Corée? Ouais, carrément. Mais en fait, c'était un voyage un peu inattendu dans le sens où moi, je ne connaissais vraiment rien sur la Corée et j'ai jamais été curieuse par rapport à la Corée avant ce voyage. Simplement parce que, je sais pas, j'en avais pas beaucoup entendu parler avant. Et en fait, mon beau-père a eu un contrat à Séoul pendant 3 ans. Et à cette période, moi, j'étais en train de finir mes études universitaire. Et en fait, j'avais pas du tout le temps de voyager, mais tout le reste de ma famille était parti en Corée et était allé voir mon beau-père. Et tout le monde est revenu en me disant « Ah, Iva, toi qui adores l'Asie, tu devrais aller en Corée. Je pense que tu vas aimer, etc. » Moi, je m'étais dit « Oui, bon, toi qui adores l'Asie, tu devrais aller en Corée. Ok, j'irai peut-être si j'ai le temps. » Mais vraiment, je n'étais pas plus emballée que ça par ce voyage à la base. Et puis, j'ai eu le temps, j'ai eu mon diplôme. Et je me suis dit « Allez, c'est cool, je vais quand même profiter du fait que c'était la dernière année de mon beau-père en Corée pour aller le voir. » Donc, je suis allée lui rendre visite avec mon copain de l'époque. On est parti 10 jours à peu près à Séoul. Et là, gros choc en arrivant, franchement. Parce que moi, je suis arrivée un peu les pieds dans le plat, en mode j'ai fait ma valise, je suis partie, vraiment aucun renseignement sur... T'avais aucune attente, tu savais pas du tout. Franchement, j'ai acheté le guide, je sais pas, c'était pas le guide du routard, mais c'était genre un guide touristique que j'ai ouvert genre dans l'avion. Enfin, tu vois, vraiment en mode la vraie touriste, quoi. Mais donc, du coup, t'étais pas du tout dans la Hallyu, donc les K-dramas, la K-pop et tout. Je connaissais rien. Je connaissais ni la musique, ni les K-dramas, ni quoi que ce soit. Tu vois, genre, je suis vraiment arrivée les mains dans les poches avec ma valise en mode il y a quoi ici, quoi. Vraiment, c'est comme ça qu'on est arrivé. Et en fait, bon, ça c'est petit aparté, mais mes parents, en fait, ils ont des métiers qui font qu'ils voyagent énormément. Donc moi, depuis que je suis petite, je voyage aussi vraiment beaucoup. Enfin, maintenant plus, mais quand j'étais petite, j'ai vraiment beaucoup voyagé. Et donc, j'avais déjà fait l'expérience d'arriver en mode random dans un pays, de le visiter, de découvrir et d'avoir un peu ce truc. Donc, les voyages, ça me faisait pas peur et c'était pas un truc nouveau pour moi. Mais par contre, ce qui fait que ce voyage était différent pour moi, c'est que quand je suis arrivée en Corée la première fois, en fait, c'était vraiment... J'étais émerveillée. Genre, je sais pas comment dire, j'avais vraiment l'impression d'avoir mis les pieds dans un monde parallèle. Et je me suis vraiment dit, waouh, il y a des gens qui vivent leur journée dans ce contexte, dans cette ville, avec ça comme réalité. Et pour moi, c'était vraiment comme... vraiment comme si j'avais fait... si je m'étais téléportée dans un monde parallèle. Je sais pas vraiment comment expliquer ça autrement, mais le choc était tellement grand, c'était tellement différent. Les paysages étaient différents, les gens, la nourriture, enfin vraiment tout était intriguant. J'étais très curieuse en fait de découvrir toutes ces choses. Et donc on a passé 10 jours, mais vraiment à poncer le guide touristique. On a fait 1000 visites, on a mangé plein de trucs, on a mangé 5 ou 6 fois par jour tellement il y avait des trucs qu'on voulait goûter. Enfin c'était vraiment une dinguerie. Et en fait, pour la première fois de ma vie, quand au moment de repartir, j'étais triste de partir, mais aussi je me suis dit, je crois que c'est la première fois que je quitte un pays où je suis vraiment très curieuse de continuer à en savoir plus, mais aussi où je me verrais éventuellement habiter. Et qu'est-ce qui a fait que... Parce que être curieux,
et étonné, tu vois, c'est une chose, mais qu'est-ce qui a fait que c'était en fait un pays attirant pour toi? Ça, c'est dur. Enfin, c'est une question difficile parce que je ne sais pas vraiment expliquer concrètement pourquoi la Corée c'était différent à ce niveau-là. À ce moment-là, c'était vraiment un sentiment, une sensation, plus que vraiment factuel, je vais dire. Parce que même après, quand les gens me disaient « mais comment t'as su qu'il fallait que t'ailles en Corée ?» En vrai, je sais pas l'expliquer. Genre vraiment, c'était un truc que je ressentais au fond de moi où je me suis dit en fait, ici, il y a vraiment cette sensation d'être chez soi, alors que finalement, on n'y est pas tellement puisque tout est différent. Mais je sais pas, je pense que j'avais besoin en fait, de me retrouver dans un environnement très dynamique parce qu'à l'époque, moi, je travaillais dans la mode en Belgique et j'avais un peu la sensation d'étouffer où enfin, no shade à la Belgique, on vous aime, mais j'avais un peu la sensation d'étouffer parce que j'étais une fille, je travaillais seule, je faisais un métier qui était un peu nouveau et j'avais vraiment l'impression de devoir constamment justifier le métier que je faisais, constamment devoir me battre pour exister, pour faire un truc, alors que finalement, j'étais en mode, ce métier, il existe dans plein de grandes capitales depuis des années, je vois pas pourquoi est-ce que moi, je dois me battre bec et ongle pour juste avoir le droit d'exister. Et en fait, ça m'a saoulée, quoi. Je me suis dit, mais en fait, quand je vois Séoul, je vois le dynamisme, je vois l'innovation, vraiment ce mouvement constant et aussi cet intérêt, cet engouement pour la nouveauté. Je me suis dit, mais est-ce que ma place, ce serait pas plus dans une grosse capitale comme ça, où ça évolue constamment, où il y a vraiment cette curiosité de la part des gens en général qui fait avancer les choses plus vite. Et donc, je pense que c'est là-dedans que je me suis peut-être reconnue, même si après, avec du recul, je me dis oui, je me suis peut-être reconnue là-dedans en oubliant peut-être la partie qu'il y avait la barrière de la langue, la barrière culturelle, enfin, il y avait plein de problèmes autres. On va dire, si jamais vraiment je voulais travailler et me développer au niveau professionnel, c'était quand même un beau challenge de venir s'installer en Corée. Mais à ce moment-là, moi, j'étais dans le merveilleux, on va dire. Je me suis vraiment dit, waouh, c'est juste incroyable, c'est différent. Ça me montrait en fait peut-être des facettes d'une vie que j'avais pas. Dans mon quotidien, donc ça m'a juste fait rêver en fait. Donc voilà, je sais pas si ça répond à la question vraiment, mais ouais. Et alors, tu as eu ce premier voyage qui t'a fait peut-être mettre la petite graine de peut-être que tu vas venir essayer de voir c'est quoi la vie au quotidien ici. Et tu as mis ça en projet activement parce que l'année d'après, tu es venue donc en 2019 avec un PVT. Comment tu décrirais la différence entre ce premier voyage en tant que touriste et puis après cette expérience en PVT de quelqu'un qui vit pendant un an en Corée? Ouais, en fait, donc, du coup, pour la timeline, je suis venue en 2016 la première fois, puis je suis revenue en 2017 en tant que touriste encore une fois, mais un peu pour... En 2016 17. Donc en 2016, c'est la première fois. Ah. Puis j'ai réfléchi. En fait, je réfléchissais à revenir. Donc en 2017, je suis revenue avec des potes en me disant... là, si je reviens et que je ressens encore une fois cette sensation d'avoir envie de rester plus longtemps, je le ferai. Et du coup, en 2017, j'ai fait ça. Ça a vraiment validé le fait qu'en un an, j'avais pas trop changé d'avis. Du coup, en 2018, quand t'es venu et qu'on s'est vu, c'était déjà ton 3e voyage? Ouais, c'était déjà mon 3e voyage, en fait. Ah oui, donc t'avais quand même pris le temps, finalement, de tester et retester avant de... Ouais, enfin, j'avais fait un voyage intermédiaire avant pour être sûre, quoi. Parce que j'avais quand même déjà... J'avais 25 ans quand je suis partie, 25 ou 26, je sais plus. Donc je me suis dit, faire une pause à cet âge-là, t'es pas encore trop... Enfin, t'es jamais trop vieux, en vrai, pour partir. Mais bon, à ce moment-là, dans ma tête, je me disais, si tu pars, à l'âge que t'as, faut que tu sois sûre. Et pas... Enfin, je me suis dit, c'est pas le même game que quand t'as 18 ans et que tu te dis, je fais une année sabbatique, je pars. Parce que là, t'as déjà commencé à... ta carrière, t'as ton appart à payer, enfin t'as des trucs un peu d'adulte à gérer dans ta vie. Ouais. Donc je me suis dit, si tu pars, faut quand même être sûr, quoi. Ouais, c'est clair. Donc ouais, en 2018, c'est la 3e fois finalement que je suis arrivée là. Mais entre-temps, du coup, entre 2016 et 2018, j'ai regardé aussi énormément de vidéos, d'interviews d'expatriés en Corée. Je me suis super fort renseignée aussi sur les PVT, sur les visas, etc. pour un peu pas débarquer comme un cheveu dans la soupe comme la première fois où je suis venue finalement. Donc ouais, quand je suis revenue, nous, on travaillait ensemble. À ce moment-là, quand je suis revenue, on venait de lancer notre start-up de K-Beauty. Donc, on était déjà pas mal occupés avec ça. Donc, ça, c'était un premier ancrage aussi. Donc, toi, tu étais déjà là aussi depuis un moment. Donc, quand même, grâce à toi, je ne suis pas arrivée non plus solo, vraiment.
Puis après, comme j'ai été aussi à Sogangdae, Sogang University, pour apprendre le coréen. Donc les fameux cours intensifs de langue. C'est ça. Ouais. Du coup, j'avais aussi ça et ça m'a permis de m'intégrer plus vite, je pense. Parce que du coup, j'étais pas... Enfin, maintenant que je le vois, les gens qui arrivent sans rien, qui viennent juste en Corée comme ça, on va dire sans plan concret ou sans rien qui les rattache au pays, je trouve que c'est bien plus violent en fait que quand tu arrives et que tu es en train de faire quelque chose dans le pays. Parce que du coup, là, j'étais dans mon cours intensif avec d'autres étrangers qui étaient là aussi depuis peu. Donc on vivait tous en même temps, on va dire, cette même expérience de découvrir le pays, découvrir comment ça marche, être confronté à des chocs culturels, mais aussi être un peu accompagné par les profs qui étaient coréens, qui nous parlaient du quotidien, des traditions, de la culture. Puis voilà, le fait de naviguer un peu ça, de se faire des amis aussi au fur et à mesure sur place, ça permet de t'intégrer beaucoup mieux, je pense, que si tu n'avais pas ça. Puis nous, on avait notre projet aussi qui permettait aussi de se connecter aussi au monde coréen par un autre biais. Mmh. Et c'est drôle parce que je pense toutes les deux, on a un peu ce point commun de ce qui nous a poussé à venir en PVT en Corée. C'est vraiment des parcours assez typiques, je dirais, où on se retrouve dans une carrière un peu bloquée. Toutes les deux, on a commencé à travailler assez tôt. Moi, j'ai commencé à travailler comme employée à 22 ans, je sais pas. Moi, 21. Voilà, c'est ça. Donc, on a directement été mise à temps plein dans la machine du travail en disant voilà, ça c'est jusqu'à la retraite, dans des métiers qui peut-être à un moment donné nous ont semblé un peu peut-être limitants ou bien juste dans un environnement qui nous a semblé un peu étouffant. Et on a eu cette envie d'un peu tout laisser de côté et d'avoir un peu un vent d'air frais à l'étranger pour découvrir un peu un autre monde, autre chose, et peut-être se redécouvrir et revenir peut-être en Belgique après avec d'autres perspectives, avec d'autres possibilités. Ouais. Est-ce que c'était un peu, toi, ton optique de te dire j'ai besoin d'un break, je veux voir autre chose, je veux pouvoir explorer d'autres choses, ou est-ce que tu avais déjà cette ambition finalement d'aller au-delà du PVT et de rester en Corée ou ailleurs, mais en tout cas de sortir, de quitter la Belgique pour toujours? Bonne question. En vrai, je pense que c'était pas du tout mon objectif de partir pour toujours à la base. Moi, j'avais juste besoin d'une aventure. En vrai, je me suis vraiment dit, en quittant la Belgique, j'étais vraiment... En fait, j'ai eu une espèce d'opportunité, on va dire, les planètes se sont alignées. Je venais d'emménager avec ma colocataire et elle, après 3 mois, elle me dit « Ah, mais moi, à la fin de cette année, je veux arrêter notre bail parce que je veux emménager avec mon copain. » À la base, c'était un bail de 3 ans. Donc moi, à la base, j'ai râlé. J'ai dit « Ah, allez, on vient d'emménager, c'est dommage et tout ça. » Mais au final... grâce à ça, on va dire, j'avais un peu cette deadline aussi de je dois quitter mon appart. J'étais célibataire à l'époque, donc j'avais rien qui me retenait aussi au niveau relationnel. Et donc je me suis dit, mon métier aussi, déjà je bossais seule, mais aussi j'étais indépendante. Donc vraiment, j'avais, si je voulais, toute la flexibilité pour pouvoir partir. Et donc là, quand il y a eu ce truc qui s'est passé, je me suis dit, c'est bon, saute sur l'occasion et va vivre ton aventure en Corée 1 an. Donc voilà, je suis partie à la base comme ça, en me disant, tu fais ton coréen à l'université, tu développes ta start-up à l'étranger, en sachant que comme on était 3 à l'époque et qu'on n'avait pas vraiment non plus de restrictions entre qui est en Corée, qui est en Belgique, puisque de toute façon... Donc à l'époque, par rapport à la start-up à notre start-up. Du coup, j'avais rien qui pouvait prédire, on va dire, un avenir à long terme en Corée. Puis aussi, niveau visa, tout le monde sait que c'est pas évident de s'expatrier à long terme dans un autre pays. Donc franchement, moi, quand je suis partie, j'étais plus en mode YOLO, quoi. Genre, on va voir, je fais mon expérience une année, je m'amuse, je vois autre chose. Et puis, on verra. J'étais pas fermée à l'idée de rester, mais je savais que ce serait dur, si jamais vraiment c'était le choix que je faisais. Ouais. Et alors, finalement, tu as trouvé l'homme de ta vie en Corée, ce qui facilite quand même pas mal les choses du point de vue du visa. Ouais, ça facilite pas mal les choses, c'est sûr, si tu te maries. Mais après, au début, quand même, c'était pas facile non plus à cause de ça. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais du coup, après avoir le mariage et le visa en poche, maintenant tu es une résidente long terme de Corée, maintenant depuis plusieurs années. J'imagine que c'est quand même une autre vie, la vie de résidente en Corée et la vie de PVT. Ah, clairement. Hein, ouais. Quelles sont pour toi les plus grandes différences de ton quotidien ? Il y en a plein, en fait. Je dirais même que c'est pas du tout les mêmes vies. Elles sont presque pas comparables dans le sens où quand tu es en PVT, tu as un peu... Généralement, si tu es en PVT, c'est que c'est ta première année en Corée. Donc, tu as un peu aussi
cet émerveillement général pour toute la nouveauté qui t'entoure et toutes les choses. Donc, tu as une vie très exaltante, on peut dire ça comme ça. Et aussi, je pense que ça, c'est le cas pour toutes les personnes qui ont vécu à l'étranger. Je pense qu'ils pourront se retrouver dans ce témoignage-là. Mais comme tout est nouveau, tout est merveilleux, tu vois aucun problème non plus du pays. Donc, tu es vraiment juste en train de te dire « Waouh, ici, c'est mieux ». Genre, vraiment, moi, j'avais un peu ce truc où presque je rejetais la Belgique en me disant « Ah, en Belgique, il n'y a rien qui marche, rien n'est bien, tout est bancal, les gens, ils n'ont pas le bon mindset. » Enfin, je sais pas, j'avais un peu ce truc où je rejetais presque mon propre pays en me disant « Mais ici, c'est tellement mieux ». Et après cette fameuse année, petit à petit, c'est normal. En fait, la nouveauté se normalise et puis tu te rends compte qu'il y a aussi, comme partout, des problèmes. Aucun pays n'est parfait. Donc je pense que ça vient pas nécessairement ternir le quotidien, mais le changer un peu, parce que ta perspective s'ouvre sur la globalité des choses et donc tu changes aussi ta perspective. Après, en PVT, par contre, tu vis avec la peur permanente que ça va, de l'arrêt, en fait, de la fin. Ouais. Moi, je me souviens, c'était genre, je vais devoir rentrer. Ah ouais. C'était une angoisse. En plus, moi, dans mon cas, mon PVT s'est arrêté un peu plus tôt que prévu. Malheureusement, mon père a eu beaucoup de soucis de santé à la fin de mon PVT, ce qui fait que j'ai dû rentrer. J'ai pas dû rentrer. J'ai fait le choix de rentrer pour être avec lui, pour sa santé, etc., pour l'accompagner. Mais du coup, c'était vraiment un déchirement aussi pour moi parce que je me suis dit, j'adore ce PVT, je dois partir. Et puis, le PVT, on le fait qu'une fois. Donc, une fois que c'est fini, c'est la sainte galère pour revenir. Mais bon, après, la famille passe avant tout, tout ça. Donc, voilà, j'ai quitté un peu la mort dans l'âme. Mais donc, plus tard, quand je suis revenue, et ça, c'était encore bien avant d'être mariée, etc., j'avais déjà d'autres ambitions, etc., pour l'avenir. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un visa permanent, ça t'enlève ce stress de l'inconfort, de ne pas savoir si tu vas rester, combien de temps tu vas rester, est-ce que tu auras le droit de travailler, machin. Il y a beaucoup, beaucoup de stress qui est autour de la permanence, de la résidence, etc. Une fois que tu as le droit légalement de rester longtemps, tu peux commencer aussi à concevoir une vie long terme. Et donc, c'est beaucoup mieux pour t'installer dans tes projets et commencer vraiment ta nouvelle vie, on peut dire, dans un nouveau pays. Personnellement, j'adore la sensation d'avoir ce calme et cette assurance de pouvoir construire quelque chose maintenant avec mon mari, etc. Mes amis, mon cercle ici de gens que j'ai rencontrés, avec l'assurance que ça ne va pas disparaître. Ça me fait très plaisir. Et après, sinon, dans le quotidien, en fait, je me dis juste, il y a plein de petites choses qui étaient nouvelles à l'origine, qui maintenant sont normales. Mais dans l'ensemble, moi, je suis très contente de ma vie en Corée. J'estime que je vis aussi plus confortablement que si j'étais en Belgique. À plein de niveaux. À quel niveau, c'est ta question? Ouais. Déjà, au niveau... Télépathe ici. Ouais, c'est ça, vraiment télépathe. Déjà, au niveau... Ça, c'est un petit truc, mais sous-estimé, je trouve, c'est l'optimisation des choses. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, je suis trop d'accord. C'est genre vraiment la moindre chose que tu fais dans ta vie, le moindre vêtement que tu vas acheter, c'est vraiment, je ne sais même pas dire, il n'y a pas de catégorie qui n'a pas été exploitée dans le côté optimisation. Les Coréens, ils sont hyper forts pour ça. Rendre tout pratique, en fait. Tout est pratique, ouais. Vraiment, tu enlèves tes chaussures, tu mets tes pantoufles et tu t'installes. Et tu ne dois pas réfléchir, tu ne dois pas galérer. Je sais pas. C'est vraiment, tout est facile, tout est bien fait, tout est rapide, tout est efficace, à n'importe quel niveau, que ce soit l'administration, les transports publics, ton bureau, tes vêtements, les lacets de tes chaussures. Enfin, je sais pas, ça peut vraiment être n'importe quoi, mais quel confort. Ça, c'est un truc qui m'irrite quand je reviens en Belgique. Je me dis, il n'y a rien qui marche, tout est cassé, tout est bancal. C'est vraiment le premier truc qui me... Ouais. Je ne sais pas si ça te le fait aussi. Ouais, mais moi, en fait, il y a des moments où la Belgique me manque et je me dis, tiens, est-ce que je rentrerai et tout. Mais il y a un truc qui fait que je ne vais pas rentrer, en tout cas pas pour le moment. C'est que moi, je suis une phobique administrative. Et l'administration en Belgique, c'est un cauchemar. C'est un enfer. Et en Corée, alors que je ne parle même pas la langue couramment, tout est tellement plus simple, plus facile, plus pratique. Alors que tout est en coréen, mais même quand c'est en coréen, tu galères pas. Et si tu as un problème, s'il y a un truc qui se passe pas bien, quand tu contactes quelqu'un, il t'aide. Tu vois ? J'aime bien quand tu dis ça, il t'aide, genre incroyable. Genre, c'est pas ta faute. Il te dit pas, non, vous avez mal fait, c'est votre faute, bah tant pis. Tu vois, il y a trop... Ouais. Franchement, ça, c'est une charge mentale en moins qui fait énormément de différence. Ouais. Bon, on est bien d'accord. Mais du coup, ça, franchement, c'est un gros truc, je trouve, qui est vraiment sous-estimé et difficile à comprendre si tu n'habites pas ici. Mais ça, vraiment, dinguerie, genre, meilleur truc. Donc ça, c'est une grosse différence, je pense. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a aussi... alors ça, c'est... De nouveau, ça dépend d'où on vient, mais
dans notre cas, si on vient du plat pays, on le sent passer, la présence du soleil. J'allais le dire. Ouais. Plat pays, c'est-à-dire 3 jours d'ensoleillement pendant tout l'hiver. Bon, franchement, c'est pas pour être mauvaise. Et franchement, pendant longtemps, en fait, ma mère est italienne. Et du coup, quand j'étais petite, ma mère, elle me disait toujours « Ah, il pleut, ah, il fait gris, tu te rends pas compte à quel point c'est dur de vivre dans ces conditions. » Je disais « Mais maman, c'est bon, on a des vacances. Quand on sera en vacances, on ira au soleil. En attendant, c'est bon. C'est la vie, tu vois, on est habitué. » Elle me disait « Mais de quoi on est habitué ?» Genre, elle me disait « Vraiment, toi, t'es une malade. T'es née ici, t'as pas capté... c'était quoi la vie avec du soleil, tu vois. Mais maintenant que je vis ici, en fait, je comprends ce qu'elle voulait dire parce que l'air de rien, quand même, quand t'as une... Comment dire ? Quand t'as une carence en vitamine D toute ta vie, t'es crevé, en fait. Et ici, j'ai de l'énergie bien plus que quand je suis en Belgique. Je me retrouve parfois à faire des trucs jusqu'à 23h, tu sais, avec de l'énergie, alors qu'à Bruxelles, 6h30, il n'y a plus de soleil. Moi, tu pourrais rien me demander, tu vois. La journée elle est terminée, tu vois, dans ma tête. Ah ouais, c'est clair, ça fait une différence. Après, il y a d'autres problèmes. En Corée, il y a le problème de la pollution. Ouais, ça des par particules contre, fines. Ça, on va pas le mettre dans les bons côtés, tu vois, clairement pas. Mais est-ce que ça, tu penses que ça a une incidence, toi, sur ta vie quotidienne ? Oui et non, parce que je sors peu de chez moi, dans les faits, avec mon boulot, je travaille de la maison, donc finalement, par semaine, je sors peut-être 1 ou 2 jours. Donc ça m'impacte moins que quelqu'un qui devrait sortir chaque jour et faire le trajet pour aller au bureau. Néanmoins, ça m'impacte quand même, parce que quand il y a beaucoup de pollution dans l'air, je peux avoir des maux de tête. Ou bien rien que le fait de dire, il y a des jours, aujourd'hui par exemple, c'est un jour comme ça, il faut sortir, il faut mettre un masque, parce que vraiment la qualité de l'air est mauvaise. C'est quand même des désagréments de la vie. Il y a un truc que j'ai remarqué qui m'a surprise, et j'y pensais justement aujourd'hui, parce que en venant ici au studio, je regardais les gens dans la rue et j'ai vu quelqu'un avec un masque et je me suis dit « Ah merde, c'est vrai, aujourd'hui il y a beaucoup de pollution. » J'ai totalement zappé, j'ai reçu parce que j'ai une app qui me donne chaque jour le niveau de pollution. Et j'ai oublié, en sortant, j'ai oublié de prendre mon masque. Et je voyais qu'en fait, il n'y a plus personne en Corée qui porte de masque, à part quelques rares exceptions. Ouais. Alors que moi, la première fois que je suis venue en 2014, quand il y avait un pic de pollution, tout le monde portait le masque. Et encore en 2018... En 2018, c'était encore comme ça. Ouais. Tout le monde, il y avait quand même cette habitude, cette culture de porter le masque quand il y avait des pics de pollution. Et j'ai l'impression qu'on s'est tous totalement désensibilisés à ça. Je m'inclus dedans parce qu'effectivement, moi, du coup, ça m'est sorti de la tête comme un truc qui n'était pas si grave, alors qu'en fait, ça l'est. Est-ce que ça, c'est aussi un truc que tu as remarqué, genre quand en Corée, c'est plus si courant de porter le masque quand il y a des problèmes de pollution? Ouais, en tout cas, c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a moins de gens qui le font. Après... Ouais, je sais pas. J'avoue, j'ai pas prêté plus attention que ça. Moi, j'avoue, en fait, chez moi, tu sais, j'ai la petite lampe connectée, la Clover, là. Ah, je sais pas si tu vois. T'as genre le smiley rouge fâché, là. Mais en fait, c'est des pastilles à côté de l'heure, tu vois, genre de couleur. Donc, en fait, mon mari et moi, on regarde la pastille avant de sortir. Si elle est orange ou si elle est rouge, le masque, tu vois. Donc, nous, on se pose même pas la question. On prend notre masque si c'est de cette couleur-là. Et on sort, et après, dans la rue, je vois comme les familles, donc les enfants et tout ça, ils font beaucoup plus gaffe. Moi, dans mon quartier, c'est comme ça, c'est très résidentiel. Donc là, je vois vraiment toujours les enfants, systématiquement, ils ont leur petit masque, et leurs parents aussi, du coup. Mais dans le métro et tout ça, c'est vrai que... peut-être on fait moins attention. Mais j'ai l'impression que le Covid, ça a traumatisé tout le monde. Hein. Genre, plus même personne ici, veut alors que c'était la culture du masque de base, je pense que les gens, ils étaient en mode, c'est bon, on a donné... Ouais, c'est fou. Et du coup, tu es une fille d'immigrés. Moi aussi. Donc, ton papa est belge, mais il a des origines polonaises. C'est ça. Et ta maman est italienne, immigrée en Belgique. Ouais. Moi, je suis belgo-tunisienne. Et du coup, on a vécu toute notre vie en Belgique en tant que local, etc. Et on a décidé d'immigrer en Corée. Est-ce que... cette nouvelle vie d'immigré, finalement, à l'étranger, est-ce que ça t'a rapproché un peu de ta maman? Est-ce que tu as fait des connexions? Parce que moi, il y a plein de choses où je me suis dit... tout d'un coup, je me suis sentie plus proche de mon père par rapport à... Bien sûr, c'est pas exactement comparable parce que moi, je suis blanche dans un pays où il n'y a pas de racisme contre moi comparé à mon père qui est arabe. Et je pense aussi que pour ta maman italienne à une autre époque, c'était aussi moins évident. Voilà, je pense qu'on a quand même des privilèges, mais est-ce qu'il y a
des choses qui t'ont frappé, qui ont fait que peut-être tu comprends un peu mieux ta maman ou tu te sens un peu plus proche d'elle? Oui, en fait, oui, sur certains aspects et notamment un, franchement, que ça m'a un peu surpris de ne pas avoir, fait la connexion plus tôt. Mais du fait que maintenant je suis dans une relation aussi internationale puisque mon mari est coréen, en fait, de ce fait, il y a des choses que j'ai reconnues dans notre relation qui font écho à la relation que j'ai avec ma mère. Ah, trop drôle. Mais c'est assez intéressant parce que du coup, mon mari est coréen et avec lui, je parle coréen. Donc, on a quand même une barrière culturelle, même si on peut très bien communiquer en coréen ensemble. Il y a quand même des fois, maintenant, plus le temps passe, mieux c'est parce que mon niveau de coréen s'améliore évidemment de jour en jour. Mais il y a quand même des moments où, par exemple, j'ai dit des choses comme je les aurais peut-être exprimées en français et qui l'ont choqué très très fort ou qui lui ont fait rire alors que pour moi c'était pas drôle et des choses comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'étais plus jeune, après, je me suis habituée parce que, bon, quand même, au quotidien, mais ma mère, elle faisait ça aussi. En fait, elle disait des trucs avec une intensité qui passe très bien en italien. Pourtant, je parle italien aussi. Mais n'ayant jamais vécu en Italie, j'avais pas la vision, en fait, de à quel point, parfois, dans une langue, tu peux dire des choses et ça passe très, très bien, ou ça semble pas violent. Et à quel point, même ma mère, elle parle très bien français, donc on peut pas dire qu'elle baragouine, quoi. Elle a un niveau C2 français, elle parle parfaitement français. Et pourtant, il y a des fois, elle lâche des dingueries où vraiment je me dis... Les Italiens... Mais en fait, ouais, les Italiens, si tout le monde a le cliché de l'Italien dans sa tête, c'est la passion. Donc tout est intense, on aime intensément et on le dit, et on se fâche intensément aussi, tu vois. Et du coup, quand j'étais petite, je me souviens d'avoir eu vraiment des grosses frictions avec ma mère sur une question sémantique. Donc vraiment, je lui disais, mais à quelle heure tu peux me dire ça, tu vois, genre ça passe pas. Et elle me disait, mais de quoi ça passe pas, je suis ta mère, tu vois. Et en fait, ça, c'est des trucs que je retrouve maintenant dans mon couple où je me dis, mais en fait, ça, c'est un truc de dingue parce que tu peux parler aussi bien que tu veux. En fait, il y a quand même toujours ta culture qui vient te rattraper derrière et qui fait que t'es incompris parce que du coup, aujourd'hui, j'ai un autre regard sur ces conversations que j'ai eues avec ma mère où je me dis, mais elle, de son côté, elle faisait rien de mal. Elle me disait juste les choses naturellement pour elle et elle était incomprise parce que moi, du coup, je comprenais pas son message ou j'avais pas de flexibilité mentale dans ma tête pour me dire, mais en fait, mets-le dans ton vin, elle veut juste te dire ça, enfin, tu vois. Mais c'est super intéressant parce que moi, je remarque beaucoup que dans les couples étrangers plus coréens, et surtout dans les couples où c'est la femme qui est étrangère et le mari qui est coréen, il y a un peu cette tendance, en tout cas quand je vois les personnes qui se plaignent de leur couple sur les groupes Facebook, etc., qui partagent leurs problèmes, leurs difficultés, il y a vraiment cette thématique qui revient systématiquement, c'est qu'en fait, les efforts sont souvent à sens unique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la femme qui est venue dans ce pays et qui doit s'adapter de A à Z, et le mari qui s'attend à ce qu'elle s'intègre, mais même plus loin que s'intégrer, qu'elle s'assimile, et que si il y a des choses qui sont pas acceptables dans la société coréenne, il n'y a pas suffisamment, je dis pas qu'il n'y a pas totalement, mais il n'y a pas suffisamment de pas en avant de la part du mari pour essayer de comprendre une autre perspective. Ça repose souvent très fort sur uniquement l'effort de la femme qui doit totalement s'intégrer à la culture coréenne. Alors, est-ce que, bien sûr, chaque couple a ses problèmes, chaque couple a sa façon de procéder. Est-ce que toi, c'est une sorte d'injustice que tu as pu ressentir, de te dire que, puisque tu dis que vous parlez coréen, que c'est toi qui fais la majorité de l'effort pour essayer de connecter? En fait, par rapport à la langue, c'est clairement moi qui fais l'effort, mais après, de base, ça, je le compte pas comme un effort, dans le sens où moi, je suis venue en Corée parce que j'avais envie de vivre ma vie, enfin mon aventure coréenne et d'apprendre le coréen. Et j'ai rencontré mon mari dans un contexte où je parlais déjà un peu le coréen et j'étais en train d'apprendre sa langue, mais j'ai pas appris la langue pour lui. Donc pour moi, la démarche, elle a pas un rapport immédiat avec le couple. C'est juste circonstanciel. On va dire que je parle coréen et que lui ne parle pas nécessairement bien français ou anglais. Donc à ce niveau-là, je considère pas que c'est moi qui fais l'effort. Après, honnêtement, je trouve que par rapport à notre couple, il fait beaucoup d'efforts pour comprendre, pour adopter aussi d'autres points de vue, etc. Je trouve que c'est ça qui est chouette dans notre relation, c'est qu'on essaie quand même de se comprendre
Et ça nous fait beaucoup rire la plupart du temps. Genre, on a eu plein de moments où on disait mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que là, vraiment, je ne te comprends pas. Et en fait, on s'explique pourquoi on fait les choses ou d'où on vient, parce que chez nous, on fait comme ci et comme ça. Et donc, ça devient plutôt une curiosité, on essaie de se comprendre. Après, parfois, on n'a pas la même vision, ou pas la même façon de faire, et c'est OK. Mais en tout cas, dans mon mariage, j'ai pas l'impression d'avoir ce sentiment de devoir vraiment faire de gros efforts, mais j'ai ressenti ça ailleurs. Donc, par exemple, de façon plus éloignée, par exemple, avec ma belle famille, là, eux, par exemple, ils ont vraiment cette attente que c'est moi qui m'intègre à 100% et ils n'ont pas nécessairement la curiosité de savoir comment ça se passe dans mon pays ou d'intégrer, par exemple, des fêtes de mon pays ou des choses de ma culture. Je peux leur en parler, je peux le présenter, leur présenter des choses et ils vont être contents de les découvrir, mais ils ne vont pas nécessairement faire l'effort de l'intégrer, alors que c'est clairement attendu que moi, je fasse l'effort d'intégrer toutes les traditions, de célébrer toutes les fêtes, etc. En un sens, ça ne me dérange pas parce que ça me fait plaisir de le faire, mais je me dis, quelqu'un d'autre pourrait peut-être le vivre mal. Après, c'est pas mon cas, mais en effet, je peux le ressentir comme ça, à ce niveau-là. Et après, plus largement aussi, le fait d'être une femme, ça, c'est plus social en général, donc c'est pas nécessairement juste la famille, c'est vraiment social. La Corée, si on garde en tête le contexte de l'évolution du pays, et de son développement économique et social, c'est pas si choquant que ça de voir qu'il y a des différences assez majeures entre les mentalités européennes, par exemple, et la mentalité coréenne ici. Le pays évolue à une autre vitesse, c'est OK. Mais clairement, j'imagine que tu as eu la même sensation, mais en tant que femme, parfois... Parfois, tu sens que les attentes ne sont pas placées au même endroit que celles d'un homme. Il n'y a clairement pas d'égalité à ce niveau-là. C'est drôle parce que c'est souvent une critique qui revient des personnes qui, parfois même, n'ont jamais été en Corée, mais qui connaissent un petit peu la culture coréenne à travers la pop culture. C'est très souvent une critique qui revient, c'est le fait que c'est une société très patriarcale, très sexiste, etc. Moi, j'avoue que je n'ai pas trouvé que la société coréenne était plus sexiste et plus patriarcale que la société belge. Ah ouais? Ouais, j'avoue que moi, j'ai trouvé la société belge aussi extrêmement violente en termes de sexisme et de patriarcat. Je trouve qu'en Corée, ça s'exprime un peu différemment, dans le sens où en Corée, ça s'exprime souvent... j'ai l'impression que ça s'exprime un peu à travers un prisme un peu pas très courageux de c'est la tradition, c'est pas ma vision des choses, c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Genre par exemple tout ce qui est puisque c'est le nouvel an lunaire là maintenant qui arrive, tous les rituels autour de la célébration du nouvel an lunaire, il y a beaucoup de choses qui sont sexistes du type les femmes sont à la cuisine, préparent les menus de Myeongjol et elles n'ont pas le droit de prier pour les ancêtres, c'est que les hommes qui prient pour les ancêtres. C'est comme ça dans ta famille? Non, eux ils se sont adaptés pour moi, justement ils veulent pas que j'ai à faire ça, mais traditionnellement c'est les hommes qui prient. Ah ouais, c'est marrant, moi dans ma famille c'est pas comme ça. Tu vois, il y a beaucoup de familles en fait qui se disent c'est n'importe quoi, on va nous c'est tout adapter. le monde, les hommes, juste le chef de famille fait une prière plus intense, mais tout le monde prie quand même. Pourquoi? Parce que les femmes, elles vont se marier dans une autre famille. Ouais, c'est ça, en c'est fait, la raison. Voilà, pourquoi ça se passe comme ça, c'est que imagine que tu as 2 frères. Tes frères, ils vont être de ta famille. Et donc, ils vont prier pour vos ancêtres. Toi, tu n'as pas le droit de prier pour tes ancêtres puisque toi, tu vas te trouver dans la famille de ton mari. Et tu n'as pas le droit de prier pour les ancêtres de ton mari parce que ce n'est pas ta famille. C'est ça. Du coup, dans ma belle famille, c'est à peu près ça qui se passe. Enfin, sauf que ma belle-mère et moi, on prie, tu vois, genre pour la famille. Mais par contre, un jour, j'ai dit, du coup, la famille de la maman, on va la voir quand, quoi. Ils étaient en mode, ah mais non, on va pas la voir. Et j'étais en mode, mais comment ça, on va pas la voir? Voilà. J'étais en mode, non, du coup, il y a les autres de la famille qui sont mariés, les mecs de la famille qui vont avec leurs femmes prier sur la tombe de la famille. Imagine la mère, une famille où il y a que des filles. Du coup, il y a personne qui va voir la grand-mère maternelle. Bon, bref. Mais tu vois, ça encore, c'est vrai que c'est le côté un peu
traditionnelles sexistes, mais on a aussi des choses traditionnelles sexistes Chez nous, tu bien vois. sûr, ouais. Il faut un peu balayer devant sa porte avant d'aller voir le mal ailleurs, c'est mon point de vue. Mais voilà, moi j'ai l'impression qu'en Corée, il y a beaucoup, ce que je remarque de sexiste, je trouve que c'est beaucoup un peu, voilà, pas très courageux en se disant, c'est pas mon opinion, c'est juste que dans les faits, c'est comme ça, c'est la tradition, machin, etc. Là où, pour le sexisme ordinaire, quotidien, je vois pas vraiment de différence avec ce qui peut se passer en Belgique. Moi, je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même un truc où je trouve qu'il y a quand même une différence assez forte, même si clairement c'est en train de changer. Donc, je pense pas que ce soit vrai pour les jeunes générations, donc ceux qui ont peut-être aujourd'hui 18-20 ans. Parce que clairement, la Corée, c'est un pays qui se développe à une vitesse VV'. Donc, chaque génération a ses propres problématiques. Et il faut presque le traiter par tranche de 10 ans, tellement c'est différent à chaque fois. Mais si je regarde notre génération et celle d'avant surtout, il y a quand même encore ces trucs très ancrés où c'est l'homme qui doit subvenir aux besoins de la famille, doit porter genre tout le poids, le stress, les trucs comme ça, le succès financier, et la femme, il n'y a pas d'attente sur son succès de carrière. Par contre, ça doit être une mère, et si elle ne devient pas mère, c'est foutu, quoi. Genre même s'il y a plein... Enfin, mais après, c'est des problématiques qui sont importantes ici aussi, parce qu'il y a pas de... Enfin, le taux de natalité est le plus bas du monde, et le mariage aussi. Enfin, là, ça revient un peu, j'ai l'impression, mais il y a un moment donné où il y avait un gros boycott du mariage et rejet des traditions. Mais du coup, c'est des choses qui sont en conflit, et donc on sent bien qu'au niveau social, il y a un changement qui est en train de s'opérer aussi avec ça. Mais c'est quand même un truc qui, moi, m'a mis une claque. Quand je suis arrivée au début, je me suis dit, mais attendez, il y a des gens qui vivent dans les années 60 dans leur tête ou quoi? Pas nécessairement les jeunes, mais plus les 50, 60 ans ou plus, où je me suis dit, waouh, il y a quand même ce gros décalage où il y a des attentes qui ne sont pas du tout placées au même endroit. En Belgique, on ne peut pas vraiment dire que des jeunes de notre âge, de 30 ans ou 20 ans, etc., se disent, peut-être de façon inconsciente, peut-être encore un peu, mais pas aussi fondamentalement fort qu'ici. On ne se dit pas, ah, je suis une fille, donc il faut que je sois une mère. Ou ah, c'est pas grave si j'ai pas une super bonne carrière, par contre, il faut que je me trouve un mec plein de thunes pour sécuriser ma maison, mon chien et mes gosses. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu vois, c'est super intéressant parce que, bon, moi, ce que j'ai, c'est peut-être une opinion un peu impopulaire, mais j'ai remarqué que moi, ce qui m'a vraiment beaucoup touchée, ce qui m'a vraiment beaucoup choquée en Belgique, c'est que ce que les gens pensent ou ce qu'ils croient être leur valeur est à l'opposé de la réalité de leur, finalement, de leur vie et de leur choix. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup d'hommes qui ont des valeurs féministes, c'est-à-dire que intellectuellement, ils vont être d'accord avec le fait que les femmes ne sont pas des utérus sur pattes, qu'elles ont le droit d'exister au-delà de la maternité. Ils vont être d'accord avec le principe que la carrière d'une femme est égale à la carrière d'un homme, qu'elles ont tout autant le droit de s'épanouir dans leur travail, etc. Et que le travail de leur mari n'est pas plus important que le travail de leur femme. Ils vont être d'accord avec ces principes-là, sauf que je ne les vois pas appliqués dans le quotidien, en fait. Moi, j'ai vu... Tu dis genre beau discours, belle parole, mais en attendant, Michel... Exactement. Et moi, je trouve qu'il y a un peu ce paradoxe, un peu ce contraste où... je suis sûre qu'ils y croient quand ils disent que pour eux, ils croient au féminisme et qu'ils partagent ces valeurs féministes. Mais en fait, on ne vit pas sur des îles désertes. On ne vit pas sur des îles des idées. Et en fait, quand tu regardes leur famille, quand tu regardes leurs parents et que tu vois que ce sont des schémas sexistes qui se répètent et dans lesquels ils ont grandi, en fait, ils les répètent sans forcément s'en rendre compte, sans forcément... le vouloir, mais j'ai jamais vu en Belgique, j'ai jamais vu un homme sacrifier sa carrière pour sa femme. C'est toujours la femme qui sacrifie sa carrière pour l'homme. J'ai jamais vu un homme au foyer en Belgique non plus. Hein. J'ai jamais vu, j'ai jamais vu des vraies expressions de la parité et du féminisme en Belgique. Et c'est pour ces raisons-là que même si peut-être en Corée on se dit oui mais eux ils prétendent même pas, donc c'est un pas en arrière. Je sais pas. Pour moi finalement si je vois les faits, j'ai pas l'impression que les gens vivent différemment en Corée et en Belgique. C'est quand même la même chose. C'est quand même la femme qui quitte son taf pour s'occuper des enfants quand il n'y a pas le choix. C'est pareil dans les deux pays.
Ouais, je sais pas, moi je suis pas hyper d'accord avec ça. J'ai l'impression quand même qu'en Belgique, on est un peu plus. Qu'on a en tout cas un peu plus la. Comment dire, la liberté de le faire et que ce soit normalisé. Même si après, je comprends ce que tu dis et c'est vrai, il faut rester nuancé. Tout n'est pas tout noir, tout blanc. Et dans tous les cas, je pense qu'en Corée, c'est vrai aussi, il y a des gens qui sont plus progressistes que d'autres. Et voilà, qu'il y a un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, on va dire, qui existent des deux côtés. Mais ouais, malgré tout, quand même, je trouve qu'en Belgique, t'as plus de liberté, socialement. Après, est-ce que tu prends la liberté? Est-ce que tu suis tes valeurs, etc. Clairement, tout le monde ne le fait pas. Ça, je suis 100% d'accord. Mais je trouve qu'ici, quand même, il faut du courage, quoi. Genre, si tu fais des trucs qui sont... Genre là, le truc père au foyer, je laisse ma femme aller travailler, je m'occupe des gosses. Tu veux faire ça ici? Tu vas avoir le nunchi, là. Tu vas avoir tout le monde qui te regarde. Et tu penses que tu l'as pas en Belgique? Tu l'auras peut-être, mais tu l'auras beaucoup moins. C'est tu vois, j'ai moins, l'impression que le poids c'est est moins pas un le souci même. social, quoi. Ah ouais, le poids est vraiment pas le même. Après, je pense qu'en Belgique, ça dépend fort aussi de ton cercle social, de ton niveau social, de plein de choses, tu vois. Ça dépend vraiment de qui tu es, d'où tu viens. Et je pense qu'il y a les deux sons de cloche qui doivent exister. Ouais, je vois ce que tu veux dire, parce que je pense aussi qu'il y a la structure qui aide, parce que c'est vrai qu'en Corée, de facto, si tu quittes ton taf, en fait, le congé maternité est déjà beaucoup plus court qu'en Belgique. Et si tu quittes ton taf, de facto, ça va être beaucoup plus difficile de retrouver du taf par après. Même si en Belgique, c'est aussi un problème, mais c'est moins un problème. Tu es un peu plus protégé. Ouais, c'est là, je pense, ce que tu veux dire par... Mais aussi, juste ici, imagine, tu es une mère célibataire. Ouais, c'est vrai. Good luck. Bonne chance à toi. Hein. Tes voisins vont parler de toi. Hein. Genre, alors qu'en Belgique, qui va parler de toi, tu vois? Genre, c'est des petits trucs comme ça où tu dis... oui, on est presque au même niveau, mais on n'y est pas tout à fait encore. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon ressenti. Après, voilà, je pense qu'à Séoul, c'est encore un autre discours. Dans le sens où c'est la capitale, c'est une grande ville, c'est beaucoup plus international. Il y a beaucoup plus de gens qui ont une mentalité plus ouverte et plus progressiste. Ça se dit progressiste? Progressive? Ouais, progressiste. Ouais, donc Séoul, c'est encore un cas à part. Mais si tu prends la Corée dans son ensemble... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ceci dit, tu prends la campagne belge, bref. Oui, mais c'est ça. Mais donc, comme je dis, oui, tout est vrai, mais avec nuance, quoi. Ouais. Et du coup, par rapport à ces différences culturelles et le fait que tu parles coréen, soit qui parle coréen avec ton mari, et il parle pas français, il parle pas anglais. Ouais, il parle un petit peu anglais et français, juste des petits mots. Alors, est-ce que ça a des grandes conséquences sur la façon dont vous interagissez, dont vous communiquez? Est-ce que tu sens des limitations ou des frustrations? Au début, oui, parce que j'avais pas un bon niveau de coréen, donc fatalement, comme dans toutes les relations, on va dire, où enfin, pas nécessairement que les relations amoureuses, mais en général, si tu essaies de communiquer avec quelqu'un avec un niveau de langue bancale, il y a des fois où tu te retrouves un peu au pied du mur, surtout peut-être dans des cas où tu as besoin d'avoir une conversation plus intense, plus sérieuse, ou simplement si c'est une dispute. Franchement, se disputer dans une langue qui n'est pas la sienne, c'est chaud, mais en même temps, c'est le meilleur moyen d'apprendre la langue. J'avoue. Je dis ça sur le ton de l'humour, mais franchement, ouais, il y a des fois où c'était très frustrant de ne pas pouvoir m'exprimer complètement. Mais ça, avec en étudiant, en améliorant mon niveau de langue, aujourd'hui, j'ai plus trop de moments que je peux qualifier comme ça de hyper frustrants, où je peux pas faire passer ce que je veux faire passer aujourd'hui. Franchement, on n'en est plus là, heureusement. Non, franchement, aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, ça va, mais dans le passé, c'est sûr que ça a été un peu bloquant parfois. Et tout à l'heure, tu disais que ce qui est compliqué, finalement, c'est le fait qu'il y a des grandes différences culturelles. Et par exemple, quand tu disais que tu connectais avec ta maman, que tu te rendais compte qu'il y avait des choses qui passaient en italien et qui ne passent pas en français, et que c'est du coup la même chose pour toi, tu te rends compte que finalement, parler le coréen, ce n'est pas juste apprendre la langue, c'est apprendre les codes culturels, c'est apprendre vraiment une nouvelle façon de communiquer. Est-ce que tu as des exemples de ça où tu te dis ça passe en français, mais en coréen, c'est... Ah, il y en a plein, hein, il y en a plein. Mais déjà, en français, on est hyper direct. Donc, il y a plein de fois où
on peut juste se dire les choses sans détour. On va vraiment dire arrête de mettre tes pieds sous la table, ça me dérange, quoi, par exemple. Tu peux pas faire ça en coréen. Mais non, pas du tout. C'est genre te battre, te bagarre si tu parles comme ça. Il y a plein de fois, par exemple, où il y a eu cette situation avec mon mari où je lui disais de façon très directe ne fais pas ça, ça me dérange, ou tu peux arrêter de faire ça, c'est vraiment insupportable. Et en fait, lui, il était genre en mode mais pourquoi tu m'agresses, quoi? Pourquoi tu me dis J'ai le même problème. Pour eux, c'est genre bagarre direct. Ah, c'est vraiment une agression. Donc ça, c'est vraiment marrant parce que en tant que francophone, c'est pas un truc auquel tu penses, que toi, t'es même pas dans la démarche de l'agression quand tu lui dis ça. Tu lui dis juste de facto un truc qui te dérange, mais comme tu lui dirais, il pleut aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est pas un problème. Donc là, le ton sur lequel tu dis des choses, mais aussi comment tu demandes de faire des choses, c'est assez intéressant au final. Je sais pas si t'as déjà eu le cas aussi, mais par exemple, je sais pas, je dis un exemple débile, mais style, si je dis à mon mari, je sais pas, éteins la lumière s'il te plaît, ou juste éteins la lumière, fin, il pète un câble. Genre, il me dit, est-ce que tu pourrais éteindre la lumière s'il te plaît, tu vois. Oui. Et en coréen, enfin, tu vois très bien de quel point de grammaire il s'agit, mais du coup, c'est des trucs comme ça où tu te dis, pourquoi est-ce que je dois prendre 200 pincettes pour te parler, alors qu'en fait, je pourrais tellement, dans ma langue maternelle, je pourrais te dire ça de façon bien plus directe. Donc ça, c'est une chose qui est très quotidienne finalement, mais qu'il faut vraiment apprendre à corriger vite. Sinon, ça devient très problématique très vite, parce que du coup, tu passes pour une personne hyper antipathique tout le temps. J'avoue, pour ça, moi, j'ai remarqué que, en fait, c'est difficile de s'y faire, parce que je pense que dans la culture francophone, on a tendance à se dire, si je peux être direct avec la personne, ça me prouve qu'on s'aime. Si je peux arrêter de prendre des pincettes, le moment où tu arrêtes de mettre les formes, c'est le moment où tu te sens safe, où tu as l'impression que t'es toi-même au final. Que t'es toi-même, c'est ça. Alors qu'en fait, en Corée, il y a presque l'inverse comme sentiment, c'est que la personne que t'aimes, c'est la personne avec qui tu vas prendre des pincettes. C'est la preuve que tu l'aimes. C'est la preuve que tu fais attention, que t'es attentionné. Tu vas jamais prendre tes aises, quoi. Parce que prendre tes aises, c'est avec tes potes de beuverie. Mais avec la personne que t'aimes, tu dois continuer à prouver que c'est une personne importante et que c'est pour ça que tu vas faire vraiment attention à ce mais que je pense tu dis. aussi que c'est vraiment culturel. De nouveau, c'est la manière de t'adresser. Je pense que quand t'es trop direct, c'est un peu comme si tu parlais comme un chien à l'autre. Tu vois, et du coup, il y a vraiment ce truc de dire mais t'as aucune considération pour moi. Tu vois, je suis ton larbin, c'est quoi, tu vois. Mais du coup, je pense que c'est ça. C'est une question de perspective, mais aussi c'est vraiment toute la culture qui n'est pas une culture de la confrontation, en fait, simplement. Alors qu'en français, on est la culture du débat, on est la culture de la confrontation. Aussi toute la culture de je me plains, ça c'est trop drôle. Genre mon mari il me dit mais qu'est-ce que vous avez besoin de vous plaindre toutes les 5 minutes, genre c'est bon. On se plaint pas, c'est l'esprit critique. Mais c'est ça, mais vraiment genre garde tes problèmes pour toi, quoi. C'est vraiment ça, et ça c'est trop comique aussi de voir comme différence. Par contre ça c'est hyper intéressant, moi ça m'a vraiment fait réfléchir sur le coup. Par exemple nous les francophones, dès qu'on a un problème on va en parler, que ce soit un petit problème ou un grand problème. Enfin, quand je dis problème, c'est même pas problème, c'est genre on a un truc sur lequel on veut se plaindre, du style il pleut encore aujourd'hui, le bus est en retard, fait chier. Enfin, c'est des trucs comme ça que tu vas dire et ça va te permettre de créer des liens avec les gens. Parce que plus tu te plains ensemble, plus ça veut dire que de nouveau t'es authentique, t'es vulnérable, donc il y a un peu ce truc qui fait qu'on crée une connexion. Mais pour les Coréens, si tu fais ça, ça veut dire qu'en fait, tu prends tout ton stress et tu le donnes à l'autre, et puis c'est à l'autre de devoir porter ton stress en plus du sien. Et je trouvais ça trop intéressant comme façon de voir. Honnêtement, ça m'a jamais traversé l'esprit avant que mon mari m'en parle. Mais je me suis dit, c'est vrai que parfois, on n'est pas obligé en fait, de tout lâcher à tout le monde tout le temps. Et effectivement, ça peut rajouter une charge mentale involontairement. Après, je pense que ça dépend aussi fort avec qui tu parles. Enfin, moi, je sais qu'avec mes amis francophones, je ne vais pas nécessairement les protéger de ça parce que je sais que c'est quelque chose qu'on a en nous culturellement. Mais par contre, avec mes amis coréens, j'y repense à ça avant de commencer à me dire je vais me plaindre. La façon dont je le vois, c'est genre... avec nos amis francophones, c'est genre, on a un paquet, on leur tend, et nos potes, ils ont les mains dans les poches, et ils disent, ok. Garde ton paquet. C'est ça, garde ton paquet. En fait, vas-y, tu te plains, moi je le prends pas. Il y a aucun souci. Alors que les Coréens se disent, je suis censée le prendre, et j'en fais quoi maintenant? Et en fait, il y a vraiment, mais c'est aussi la preuve qu'ils t'aiment, tes amis ou ton mari, c'est que si elle se plaint, c'est que c'est important, donc je dois lui donner toute mon attention. Et donc, je dois faire quelque chose. Et du coup, effectivement, tout d'un coup, ça devient... il y a des conséquences, quoi. Et ça vient un peu... effectivement, on peut avoir tendance à trop donner. Et du coup, ils se sentent un peu comme une poubelle émotionnelle parce qu'ils disent, qu'est-ce que je fais, moi, de tout ça? Je suis censée
je suis censée faire quelque chose et c'est trop à gérer. Surtout qu'eux ne le feraient pas de base. Donc, toi, si tu commences à dump tous tes trucs, ils sont en mode ouais, mais alors t'es pas content de la météo, t'as mal aux pieds, t'as faim, qu'est-ce que. Ouais. que puis-je, tu vois, genre, C'est ça, qu'est-ce que je peux faire pour Qu'est-ce que je t'aider, peux faire, c'est ça. Du coup, ouais, c'est ça. Donc là, il faut apprendre à doser avec eux, en tout cas à comprendre qu'eux ne le feraient pas. Donc, si tu amènes ça sur la table, eux, ils ont l'impression qu'ils doivent résoudre un problème pour toi et qu'en fait, il y a des attentes. Alors que nous, de base, on est en mode j'ai zéro attente, je veux juste vider mon sac pour aller mieux, tu vois. Mais donc, ouais, ça, c'est des perspectives différentes, mais qui sont du coup font partie de la langue. Et alors, on a parlé un peu de la façon dont tu peux avoir ce genre de problème avec ton mari, mais avec les amitiés, moi j'ai une anecdote, c'est que j'ai un ami qui m'a demandé c'est quoi la chose la plus difficile lors de l'apprentissage de la langue coréenne, et j'avais dit pour moi c'est pas la langue en elle-même, c'est pas l'apprentissage de la langue, c'est vraiment l'apprentissage des codes sociaux en groupe. Et par exemple, moi, ce qui est très difficile, c'est de pas couper la parole pour lâcher une feinte. Tu vois ce que je veux dire ? Quand on est en train de discuter en groupe et quelqu'un qui dit quelque chose et les francophones, on a vraiment cette irrépressible envie de juste intervenir pour lâcher une blague, pour juste faire une réflexion, etc. Et que c'est comme ça qu'on connecte avec des potes, quoi. Ouais, aussi, c'est admis que tu vas te faire couper la parole pour écouter la dinguerie que ton pote il va lâcher, ou juste le petit side comment, etc. Et c'est pas grave. Enfin, ouais. Mais je me suis tellement pris des moments de solitude de ouf en faisant ça. Faut pas faire ça. En fait, il y a tout le monde qui s'arrête et qui t'écoute en mode. Et donc exactement. Si tu interromps, tout le monde s'arrête et va se dire ça doit être super important. Genre, interrompre, c'était juste pour faire une blague. En plus, si c'est du second degré, t'as perdu tout le monde. Tout le monde est là. Qu'est-ce qu'elle vient de dire ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Juste pour la meuf perchée qui a pas capté qu'en fait là c'était pas le moment de l'ouvrir. Du coup, est-ce que toi aussi t'as remarqué est-ce que t'as expérimenté ce genre de moment de solitude où t'as aussi des côtés comme ça des codes sociaux qui ont été difficiles quand t'es en groupe d'amis ? Bien sûr, ouais, bien sûr. Pas nécessairement pour lâcher une blague dans la convo, ça c'était vraiment un exemple. C'est juste mon problème en fait. Non, c'est clairement pas juste ton problème. Ça a dû sûrement m'arriver, mais c'est pas ce qui m'a marqué par contre. Mais en fait, moi, le truc où je me suis sentie le plus mal et qui encore aujourd'hui parfois peut perdurer, c'est en fait, comment dire ? L'absence d'analyse de la situation, dans le sens où c'est tellement pas les mêmes codes et c'est pas du tout. Je trouve que les Coréens, ils ont beaucoup plus de subtilité que nous dans leur attitude et dans leur dynamique de groupe, etc. Et du coup, comme nous, on n'a pas cette subtilité, ça prend des années à apprendre, je trouve. Je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais... Tu veux dire quand tu analyses tous les micro-détails de quelqu'un pour voir s'il est de bonne humeur ou bien s'il a un problème Mais c'est style... ok, exemple hyper concret. Hier, on regardait le dernier épisode de Singles Inferno et il y a un moment donné où il y a un truc de groupe et on regardait avec mon mari, donc on a eu la discussion. Et en fait, ils font un tour un peu pour parler aux différentes personnes qui étaient là et c'est la soirée où ils révèlent quel âge ils ont, quel métier ils font, etc. Ils disent, est-ce qu'il y a, par exemple, il y a une situation où il y a un mec qui dit à une fille, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à ton crush avant de partir ? Et donc, la fille, elle est en mode, en fait, j'ai trois personnes qui sont intéressées par moi, donc j'étais hyper contente d'avoir passé un moment avec chacun, c'était chouette. Et du coup, il y a quelqu'un qui insiste en disant, mais est-ce que tu peux dire s'il y en a un qui est plus mémorable ? Et du coup, elle dit, non, ils étaient tous mémorables. Et après, pour cette même meuf, du coup, les trois gars, on demande qu'est-ce que t'as aimé chez elle. Le premier répond, j'ai tout aimé chez elle, elle est vraiment incroyable. Le deuxième, il dit, elle a aucun défaut, c'est vraiment dur de choisir quelle est sa meilleure feature. Ce sera plus facile si je choisis ses défauts parce qu'en fait, elle a tellement de bons trucs, c'est trop dur de parler. Moi, je disais à Dédé, je fais, c'est quoi, Dédé, mon mari, je dis, mais c'est quoi ce truc où il y a personne qui parle et tout qui ose dire et tout, et Dédé, il me dit, mais en fait, t'as pas compris que là, c'est un groupe, donc s'il y en a un qui commence à surenchérir ou à dire un truc trop spécifique, ça va mettre mal à l'aise les autres, et du coup, ils vont pas pouvoir, avoir un temps de parole qui est équivalent ou qui a la même puissance. Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, ça, c'est des trucs où je suis en mode, les gars, vous prenez la tête, c'est bon, dis ce que t'as aimé, toi, tu dis ce que t'as aimé, et c'est bon, vous avez tous les droits d'avoir aimé un truc, tu vois. Ouais, je vois parce qu'en fait, s'il y en a un qui rentre trop dans les détails, tout d'un coup, l'autre va se dire, ah ouais, donc en fait, maintenant, je suis le méchant. Quoi. Et pareil, tu vois, la fille, quand elle dit « Non, ils étaient tous incroyables », en fait, je disais « Mais de nouveau, elle est chiante, elle nous donne pas la réponse qu'on veut. Tout le monde danse autour du pot, là. Il n'y a pas moyen de... »
d'appeler un chat, quoi. Et en fait, genre, mon mari était en mode, mais non, c'est super bien, parce que du coup, ils font chacun attention à protéger les émotions de chacun et de vexer personne. Et comme ça se finit en bon terme, il n'y a pas de problème. Et moi, je suis en mode, mais de quoi il n'y a pas de problème? Je fais, moi, en tant qu'audience, je veux des réponses. C'est pas intéressant. Mais c'est ça. Mais du coup, tu vois, ça, c'est des subtilités culturelles que moi, perso, ça m'a mis des années à capter. Tu vois, genre avant, moi, j'étais à des années-lumière, genre au-dessus. Tu vois, genre ça me passait vraiment au-dessus, je comprenais pas. Et du coup, il y a des fois où je disais des choses et je me rendais compte qu'il y avait un malaise et je savais pas pourquoi. Alors qu'aujourd'hui, je peux déduire, tu vois, je peux mieux comprendre. Mais ça, faut comprendre la culture, faut comprendre la langue, faut savoir aussi le contexte de la conversation actuelle et de l'émotion de chaque intervenant dans la table. Donc tout ça, c'est hyper compliqué. Enfin, quelle prise de tête, tu vois. Je suis assez d'accord et je pense aussi qu'il y a un peu ce problème de nouveau quand tu es l'immigré et que c'est toi qui dois t'adapter systématiquement. Parfois, il y a aussi des choses auxquelles tu dois t'adapter qui sont finalement à l'encontre de toi, de tes valeurs, enfin en tout cas de ton éducation. Peut-être pas valeur, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas à ton éducation. Par exemple, si on est dans une culture qui valorise la franchise, on a tendance à se dire, tourner autour du pot, ne pas dire exactement ce qu'on ressent, c'est pas une valeur, ça peut être hypocrite, quoi. Voilà, c'est être hypocrite, c'est pas une qualité, c'est pas quelque chose que je suis censée faire. Sauf que pour m'intégrer ici, je suis censée être plus comme ça. Et on a un peu un réflexe comme ça d'opposition. Et ça peut être très difficile de passer outre. Il y a des choses dans ce sens-là, moi, qui m'ont pris du temps. Pas parce que je les comprenais pas, mais parce que j'avais comme ça une résistance. Ouais, mais je comprends parce que du coup, c'est normal, dans chaque pays où tu grandis, tu es matrixé avec ta culture et du coup, quand tu arrives dans une autre où c'est pas les mêmes attentes, les mêmes valeurs, etc., tu te dis, mais attendez, vous me demandez de quelqu'un d'autre, je comprends pas. Mais finalement, ça fait réfléchir, moi, je trouve. Par exemple, pour mon cas, moi, je suis extravertie de base et depuis que j'habite en Corée, j'ai l'impression que je suis plutôt ambivertie maintenant parce que ça m'a fort changé quand même. Mais je trouve que le fait de changer de perspective ou de t'intégrer dans une société qui valorise plutôt ici les introvertis, ça te fait voir d'autres choses. Moi, par exemple, comme extravertie, en français en tout cas, j'aurais plutôt tendance à prendre le lead sur la conversation, ne pas hésiter à couper la parole pour insérer ma petite anecdote à 2 balles dans la conversation, etc. En coréen, je le fais beaucoup moins et je me mets beaucoup plus en retrait. Je l'ai fait pour plusieurs raisons. La première, d'abord, c'était la barrière de la langue où j'avais juste pas le level pour m'intégrer dans la conversation. Mais même aujourd'hui, finalement, je suis beaucoup plus en retrait, beaucoup plus dans l'écoute et dans l'observation. Mais ça me permet de voir autre chose, aussi de me rendre compte que t'as pas besoin de prendre constamment la parole ou d'être le lead dans la conversation pour que la conversation soit agréable. Donc ça m'a fait découvrir d'autres choses sur moi, mais aussi sur les interactions sociales en général. Donc pour ça, je trouve ça génial d'avoir la double perspective et aussi voir dans chaque culture comment ça fonctionne et d'essayer de s'adapter à chacune pour évoluer dedans. Et après, tu fais ta sauce, tu t'adaptes. Moi, finalement, ma sauce préférée, on va dire, c'est vraiment un mélange des deux, où je me retrouve vraiment à l'intermédiaire. Mais c'est cool. Personne ne peut explorer ça, sauf en vivant dans un autre pays avec une culture polairement opposée. Ouais, je suis trop d'accord parce que justement, ce que tu viens de dire, ça m'a fait rappeler une anecdote. Je pense que ce qu'il y a de beau quand on immigre dans un autre pays, c'est que ça nous force à nous remettre en question. Pas dans le sens où on fait quelque chose de mal et on doit changer, mais plutôt dans le sens où on doit remettre en question ce qu'on pense qui sont des évidences pour comprendre que ce sont juste des codes sociaux. Ce sont juste des constructions sociales. Ce ne sont pas des choses absolument vraies ou bonnes. Ce sont juste des constructions sociales et culturelles. Et par exemple, moi, un truc qui m'est arrivé, c'est que j'étais dans un groupe amateur et le leader, chanteur, c'était le moment où on devait choisir des nouvelles chansons à cover. Et du coup, le but, c'était qu'on arrivait tous avec des suggestions. Et il allait écouter et on allait voter, machin. Et donc moi, je propose une chanson. Et du coup, il écoute et il fait « Ah ouais, ok, c'est bien. » J'étais là, ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire on l'a fait ou on l'a fait pas? Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, moi, c'est genre, tu aimes, t'aimes pas, t'as envie de la faire, t'as pas envie de la faire. Genre, pour moi, c'était juste ça.
Mais c'est genre, ah ouais, ok, ah ouais, c'est genre ce genre de chanson. Ok, très bien, ok. Et puis on écoute d'autres, etc. Et puis après, je propose une autre chanson, mais moi je suis là, si tu me donnes aucun feedback, je sais pas si je continue à te proposer des chansons dans ce style-là, ou si t'aimes pas du tout ce style-là, donc je peux proposer dans un autre style, tu vois. Donc je propose autre chose, et pareil, une réponse super neutre, genre, ah, c'est intéressant, ah, pas mal et tout. Et j'étais en train de devenir folle, genre, mais dis-moi si on l'a fait ou pas, parce que là, réponds. là, ça fait 1 heure qu'on est en train d'écouter des chansons, on est en train de discuter, on n'a rien choisi, et j'ai aucun indice sur est-ce que c'est ton kiff ou pas. Et du coup, ça m'avait trop saoulée et tout, et on n'avait pas choisi quoi que ce soit à la fin de la séance et tout. J'avais l'impression d'avoir perdu mon temps et me dire que c'était juste, tu vois, quelqu'un qui osait pas dire ce qu'il pensait, de peur de froisser ou quoi. Et en fait, ça c'était vraiment finalement mon approche basée sur mes préjugés culturels et sociaux. Et maintenant, quand je revois ça d'un œil nouveau, enfin en me remettant en question, en fait, il était extrêmement clair dans ses réactions. C'est juste que moi, je refusais de le lire avec le prisme coréen. Pourquoi c'était extrêmement clair ? Parce qu'en coréen, si la personne dit non, c'est un non strict, non négociable. En français, on n'a pas ça. En français, si je dis « ouais, non, c'est pas trop mon style », Encore moyen de dire oui, mais ouais. Il y a moyen de négocier. Tu vois, à partir du moment où tu donnes une excuse, genre si tu dis « ouais, je sais pas, ça a l'air un peu difficile », la personne peut dire « mais non, c'est pas si difficile, et puis je vais t'aider, et puis tu vas voir. » Tu vois, en Corée, si quelqu'un te dit non, c'est vraiment une ligne à ne pas franchir. En fait, là, pour cette personne, ça lui a pris beaucoup de courage de dire non. C'est vraiment qu'il a mis une barrière à pas franchir. Il faut surtout pas demander pourquoi. Parce que en fait, là, il y a plus de discussion possible si tu as atteint le stade du non. Après, par contre, c'est un peu aussi rude de te dire non, quoi. Ouais. Donc, il n'allait pas te le dire. Ouais. C'est ça. Généralement, c'est qu'ils ont une bonne raison. Donc, c'est un peu aussi un joker. Ils vont pas le dire facilement. Et c'est pour ça qu'en fait, certainement, s'ils disaient « oh, c'est pas mal, oh, c'est intéressant », en fait, c'était la traduction de « c'est pas mon style, mais si vraiment ça te tient à cœur, on peut le faire ». Ouais, en donc fait, si tu forces, j'accepte, mais sinon, non. Avec ma réaction, tu peux voir que je suis pas enchantée, qu'effectivement, je suis pas méga excitée. Mais si toi, tu y tiens absolument, je suis prêt à me sacrifier et le faire quand même. C'était ça la traduction, en fait, de sa réaction. Et ça, forcément, si tu le dis avec une approche francophone, tu te dis il est hypocrite, il est pas direct. Je vais boire un peu d'eau. Meuf est en train de crever ici en mode. T'as vu ? Ce type m'a tué. Et du coup, est-ce que toi, il y a d'autres expériences de ce genre qui t'ont marqué dans tes relations amicales en Corée ? Des choses qui t'ont fait te remettre en question ou ouais, peut-être. Ouais, donc on a parlé déjà de se plaindre, etc. Ça, c'est un truc du coup que je fais pas maintenant avec mes amis qui sont coréens, coréennes. J'évite en tout cas d'abuser sur la plainte. Le temps de parole aussi, ça c'est un truc. Ça m'avait choqué tard l'époque quand on a eu la conversation de nouveau avec mon mari. Mais de nouveau, en français, c'est pas important de savoir qui a parlé le plus longtemps dans la conversation. S'il y en a un qui avait un truc super drôle à dire ou hyper intéressant et que ça a duré 1 heure et qu'on l'a tous écouté, bah, c'est pas grave. Mais si en Corée tu fais ça, c'est mort, tu vois, genre c'est ta mort sociale, tu vois, genre tu fais ça, on t'invite plus jamais à aucun repas, tu vois, genre c'est drôle. Enfin, j'avais eu la conversation avec du coup mon mari qui me disait mais fais gaffe quand tu parles, essaye de vraiment prendre soin des autres en t'assurant que tout le monde a eu l'occasion de parler, tout le monde a eu l'occasion de s'exprimer. Au début, je me suis dit bon bah t'es chiant, si quelqu'un a envie de raconter un truc, faut les laisser, tu vois, et pareil moi si j'ai envie, il faut me laisser. Mais en fait après coup, en y réfléchissant et aussi en habitant plus longtemps ici, je me suis dit, mais en fait, c'est quand même intéressant aussi parfois de te dire, ben oui, dans un groupe, en fait, ce qui est chouette, c'est évidemment de partager des choses, mais du coup, c'est cool d'essayer de faire attention à chacun. Et ce que je trouve intéressant dans cette règle de laisser tout le monde s'exprimer plus ou moins en même temps, c'est qu'en fait, au-delà de ça, tu donnes la même attention à chacun et tu permets à chacun de venir un peu
raconter des trucs, en sachant que tout le monde n'a pas la même personnalité. Il y en a qui sont plus extravertis et qui n'ont aucun souci à parler. Pour eux, tant mieux. Mais pour les plus introvertis, c'est cool qu'ils puissent aussi se sentir valorisés et pas effacés, comme ça peut être le cas peut-être dans les groupes d'amis francophones où tu as les introvertis qui sont quand même souvent en train d'écouter les autres discuter, tu vois, parce qu'ils prennent toute la place. Ouais. Mais du coup, ça aussi, c'est cool. Je trouve que ça te met une nouvelle perspective de ça peut être quoi une dynamique de groupe et de nouveau donner la place à chacun. Moi, je le vois avec ma perspective d'extraverti. Donc, j'imagine que toi, tu as peut-être une autre perspective en tant qu'introverti. Mais du coup, moi, je me suis dit, en fait, ça m'a vraiment donné aussi cette claque de me dire, sois moins égoïste, donne plus de place aux autres, sois plus... Je suis quand même quelqu'un de curieux, mais je veux dire, la curiosité, ça peut aussi être nourri par le silence. Le silence, c'est le fait d'écouter. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Du coup, moi, ça m'a appris beaucoup de choses, en fait. Surtout, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais il y a des choses qui sont quand même plus simples en Corée parce que c'est codifié. Par exemple, donner la parole à quelqu'un dans le groupe. En fait, il y a vraiment une façon de le faire en coréen qui est simple, quoi. Genre, Ivan Ananya, tu vas juste dire... et toi c'est vraiment ça, OK, autour d'Ivana. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et en fait, c'est OK. Alors qu'en français, souvent... on ne sait pas trop comment rendre ce temps de parole équitable. Parfois, on ne sait pas trop comment... C'est un peu plus tu dois un peu forcer ton passage dans la conversation, quoi. Donc, il faut avoir un peu le... Il faut avoir vraiment du skill, quoi, des compétences sociales, avoir de la tchatch, savoir comment... Et souvent, c'est quelque chose que tu dois chercher. C'est pas quelqu'un qui te le donne. Donc, il y a des choses qui sont plus faciles en coréen parce que c'est plus codifié. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je trouve que c'est assez intéressant, je trouve, de voir en général la société coréenne, c'est une société qui valorise plutôt l'introversion en général et la discrétion, je trouve, en groupe et en société. Pas prendre trop de place. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est vraiment... comme je dis, c'est à double tranchant, mais ça peut être intéressant en venant d'une culture où c'est l'individualisme qui est valorisé bien plus que la collectivité et où il y a aussi le fait de se distinguer qui est très important, alors qu'ici, c'est plutôt le fait de se conformiser qui est très important. Donc là, on est de nouveau dans le jour et la nuit en termes d'attente sociale et d'attitude en société. Mais du coup, c'est trop intéressant de nouveau à observer et c'est cool. Je trouve, en tout cas, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais pour moi, ça m'a vraiment presque fait une crise identitaire où je me suis dit, mais en fait, tu peux presque, t'as le temps de te déconstruire complètement et de te reconstruire à la sauce coréenne avant de tirer tes propres conclusions et de te dire, mais en fait, c'est super intéressant de voir qui tu deviens aussi en faisant un peu la fusion de ces deux choses. Je sais pas si moi je le vois comme une déconstruction et reconstruction. En fait, je pense que depuis que je suis petite, j'ai toujours un peu adapté ma personnalité, ou en tout cas la façon dont je m'exprime au groupe avec lequel j'interagis. Je parlais pas de la même façon avec mes amis du secondaire qu'avec mes collègues de bureau, qu'avec mes amis d'internet, tu vois. Et du coup, pour moi, la façon dont j'interagis en coréen, c'est dans cette même logique, quoi. C'est que en fait, je m'adapte à la situation, à mon audience. Et en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt moi qui suis morcelée en différentes versions. De toi, ça, il y a les pour différentes chaque situation. Okay. Et du coup, ce que ça a comme conséquence, c'est que moi, j'aime beaucoup ce jeu de m'adapter. Je trouve ça assez gratifiant, tu vois, d'avoir l'impression que tu sais comment t'es le caméléon social. En fait, c'est un peu un pouvoir d'adaptation et c'est chouette, quoi, parce que tu te dis que tu comprends bien la situation et que tu sais bien t'adapter. Mais c'est vrai que parfois, moi, ce que j'ai comme difficulté, c'est que parfois, j'ai envie d'être un peu une autre version de moi et que je ne peux pas exprimer ici. Et donc, c'est des moments où, par exemple, ça me fait beaucoup de bien de discuter avec toi parce que je peux exprimer ce côté francophone que je ne peux pas exprimer avec des amis coréens. Est-ce que toi, tu ressens ça parfois où tu dis, je sais pas, si on prend un peu plutôt l'expression que tu as utilisée de déconstruction, est-ce que tu te sens parfois reconstruite d'une façon qui est peut-être un peu trop différente de qui tu étais avant? Est-ce que tu as un peu de nostalgie pour qui tu étais avant ou bien une envie d'un peu de régresser, tu vois, d'être moins... Honnêtement, non. C'est plutôt un regard... En fait, c'est plutôt, je vais avoir un regard différent sur qui j'étais avant, mais la plupart du temps, c'est un regard qui cringe un peu, tu vois. Genre où je me dis, pourquoi t'as fait ça? Enfin, tu vois, ou pourquoi tu faisais ça et que tu trouvais ça normal, tu vois. Donc, moi, je trouve que j'ai évolué dans le bon sens. Et je trouve... Mais après... Quand je dis construction-déconstruction, c'est plutôt un chemin interne qui se fait, mais j'ai pas l'impression d'être devenue quelqu'un de complètement différent, mais peut-être quelqu'un de plus nuancé, si ça a du sens.
En tout cas, moi, je peux dire que j'ai pas l'impression d'avoir une autre personne. Oui, mais c'est ça. Mais je pense que c'est plutôt un chemin interne, tu vois. Donc, j'ai pas changé diamétralement ma personnalité, j'ai pas changé de pote, j'ai pas arrêté de faire des blagues à 2 balles. Enfin, tu vois, j'ai pas changé ça, mais je pense que c'est plutôt ma lecture sociale ou ma lecture de ma position en société qui se fait très différemment. Et ça, par contre, ça a un gros impact sur mon vécu ou mon expérience entre amis ou en société en général. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ça m'a fort impactée. Je sais pas si c'est logique ce que je suis en train de dire ou pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, par exemple, quand je rentre en Belgique, je suis trop contente de retrouver mes potes, de retrouver ces codes sociaux que j'ai pas ici. Et je retombe assez facilement aussi dans peut-être d'anciennes habitudes. Mais par contre, je remarque que peut-être je vais me retenir un peu plus, tu vois. Genre, typiquement, comme on disait, genre dans les conversations, je vais peut-être poser plus de questions, observer beaucoup plus ce qui se passe autour de moi, avant de commencer à raconter toute ma vie, tu vois. Après, je vais quand même raconter des trucs, mais je sais pas, je vais prendre un peu de recul. Ouais, c'est super intéressant parce qu'on entend beaucoup de personnes qui plutôt vont critiquer ce côté, la culture du nunchi, etc. En Corée, le fait que les gens sont pas forcément francs, voilà. Et, alors qu'en fait, c'est aussi important de montrer tous les bons côtés que ça a et que c'est remis en question. En fait, ça nous transforme aussi dans des meilleures personnes. Ouais, c'est ça. Bah après, la culture du nunchi, bien sûr, elle a des mauvais côtés aussi, genre comme dans toute chose finalement. Mais c'est vrai que, après, c'est hyper personnel ce que je dis là, mais c'est aussi, c'est intéressant, je crois, de voir quand toi tu viens vraiment d'un autre mindset, de voir comment ça peut complètement changer ta perception des choses. Ouais, donc ça, je dirais, ouais, ce serait peut-être le plus gros changement, c'est la capacité d'observer ou de reconnaître ce qui se passe autour de toi, d'être moins auto-centré finalement, qui n'est pas une mauvaise chose en soi, qui est quand même une bonne skill sociale à avoir, de pouvoir observer avant de l'ouvrir. Et du coup, pour quelqu'un qui voudrait venir en Corée, en PVT, avec aussi un rêve de peut-être s'installer ici et de poursuivre une carrière ici, est-ce que tu aurais un conseil Ouais, je dirais déjà, faut venir. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se disent « Ah, j'aimerais trop », mais qui se mettent plein de barrières mentales en disant « Ouais, mais je suis trop âgée » ou « Ouais, mais je parle pas coréen » « Ouais, mais j'ai pas assez de sous », etc. En fait, juste viens. Genre, moi, c'est ça que je dirais à n'importe qui veut venir. Bon, ok, viens peut-être pas avec juste 3 sous en poche, mais fais des économies pour 1 an, mais viens, en fait. Et te pose pas plus de questions parce que de toute façon, on fait toujours des plans, on imagine toujours que les choses vont se passer d'une manière ou d'une autre et ça se passe jamais comme ça. Donc au final, il faut vraiment venir, il faut vivre son expérience à fond et il faut juste kiffer en fait. Et les choses vont se faire naturellement. Après, bon, faut pas venir et dire ça non, le contrat va tomber tout seul, ça non. Mais je pense qu'il faut quand même faire confiance à la vie et à son instinct. Et si tu as vraiment envie de venir, viens. Moi, je suis venue comme ça en Corée parce que j'avais vraiment envie de venir et j'avais pas de projet précis dans ma tête à ce moment-là. Et finalement, la vie a fait que ça m'a amenée ici. J'aurais jamais pu imaginer ça si à 10 ans, tu me disais tu seras mariée, tu vivras en Corée. Et, en fait, entre tes 25 et tes 33, tu reviendras rarement en Belgique. Jamais je l'aurais cru. Donc, ouais, je pense qu'il faut se faire confiance. Après, si tu as un plan de compétition en te disant moi, je fais les études de traducteur, et je me prépare, évidemment, c'est cool aussi si tu as un plan concret. Je pense par contre qu'il ne faut pas rêver, dans le sens où, pas rêver au niveau entreprise, opportunité de travail. C'est très compliqué. Ouais, parce que j'allais dire, mon cas, c'est un peu un cas hyper rare, je crois. Ou hyper rare, c'est pas un cas typique ou classique. Je pourrais pas dire à quelqu'un d'autre, vas-y, fais le même schéma, ça sera difficile. En tout cas, moi, j'ai eu la chance, je crois, quand même de tomber amoureuse de quelqu'un qui est d'ici et d'avoir, du coup... cette flexibilité, parce que tu n'as pas un visa qui dépend d'un contrat de travail. C'est ça, parce que du coup, c'est quand même pas la même chose. Je pense clair. que du coup... Mais par contre, je l'avais pas prévu comme ça. Évidemment, je suis pas venue en me disant bon, je vais me trouver un petit mari et je vais rester ici. À la base, je voulais pas rester, donc c'était pas le truc. Mais ça s'est fait comme ça. Mais du coup, pour quelqu'un qui aurait déjà l'ambition de rester longtemps, je dirais, faut quand même vérifier une chose importante, c'est que les études elles matchent la carrière dans laquelle la personne veut évoluer. Parce que moi, c'est un truc sur lequel j'ai râlé, c'est que j'ai fait des études de stylisme, mais j'ai pas travaillé en société en tant que styliste et donc ça m'handicapait super fort si je voulais travailler en Corée. Je n'avais que la possibilité de travailler comme styliste
alors que j'avais plein d'autres expériences de travail, mais qui n'étaient pas directement connectées au stylisme, mais du fait des règles de visa, etc. C'était pas reconnu. Mais c'était pas reconnu. J'étais hyper bloquée, en fait, parce que je disais à mon mari, moi, j'ai pas envie d'être styliste, j'ai pas envie de travailler dans une compagnie qui fait des fringues en Corée, ça m'intéresse pas, quoi. Mais j'étais mon seul choix, en fait, avant d'être mariée, je veux dire, mais du coup, faut bien réfléchir. Donc, pour les jeunes qui ont l'envie de déménager en Corée, si vous n'avez pas encore fait d'études universitaires, réfléchissez à ça. Je dirais juste. Ouais, c'est le conseil. Le conseil de Tata Iva. Exactement, le conseil de Tata Iva. Réfléchissez bien à votre diplôme, ça aura son importance plus tard. Ok, Voilà. eh ben écoute, c'était super intéressant. Je pense qu'on a parlé de plein de choses. Je pense qu'on pourrait encore parler pendant des heures. C'est mais, clair. il faut bien que l'épisode se conclue. Est-ce que tu as un mot de la fin, autre chose que tu voudrais partager par rapport à ton expérience en Corée? Un mot de la fin, écoute, dans l'ensemble, je pense que, ouais, comme on l'a dit, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a changé toute ma vie d'habiter en Corée. Ça a changé ma personnalité, ma perspective sur la vie. Et je suis très, très contente, en fait, et très reconnaissante d'avoir pu vivre ça. Et du coup, je trouve ça important. Je crois que d'autres fassent aussi l'expérience du voyage en général. Pas nécessairement de déménager dans un autre pays, mais de voyager pour une période plus longue que 2 semaines, peut-être de rester 1 mois, 3 mois dans un pays. Surtout dans une culture différente. Évidemment, oui, dans une culture différente, parce que je trouve que ça ouvre l'esprit, et ça, c'est une expérience qui a pas de prix, en fait. Et je trouve que c'est un truc que tout le monde devrait vivre au moins une fois dans sa vie, parce que c'est un truc que tu vas garder, que tu vas emporter avec toi dans tes rencontres, dans tes interactions sociales, qui permet de comprendre mieux aussi les autres, dans l'ensemble, dans la société dans laquelle on vit. Et donc, je trouve ça très, très, très important. Donc voilà, c'est une belle leçon, c'est sur ça que j'ai envie de finir. Et voilà, merci de m'avoir invitée. Merci d'être venue, parce que faut savoir que en fait, il y a Séoul qui est là, et puis il y a la région de Gyeonggi autour, et on est littéralement à l'opposé l'une de l'autre. Ouais. Donc ça me touche vraiment beaucoup que tu aies fait le chemin jusqu'ici pour cet épisode. Alors, merci d'avoir participé. Et on se reverra bientôt. Ouais, c'est clair. Et quel honneur d'être la première invitée. Ah, attends, c'est moi qui me suis honorée de t'avoir comme première invitée. Attends, on est trop coréenne, meuf. C'est bon. Ouais, c'est vraiment ça. Merci d'avoir regardé. Et du coup, à la prochaine pour le prochain épisode de Katalk. Bye bye.